Vous vous souvenez de notre Un plan un film sur 2001? Ouais, celui qui a été monétisé par l'ayant droit. Oui. L'ayant droit de la musique de Johann Strauss. Oui, oui. Le beau Danube bleu de Strauss. Oui. Alors qu'on en avait besoin pour expliquer que la musique apportait une double lecture. Oui, oui, c'est ça, 2001 quoi. Ouais, je me rappelle pas. Bon, faisons un petit rappel. Alors, 2001, l'Odyssée de l'espace, 2001 pour les intimes, est un film de science-fiction réalisé par Stanley Kubrick en 1968. Souvent cité comme étant le plus grand film de SF de tous les temps, nul ne peut nier son impact, que ce soit sur le cinéma car il inspira de nombreux réalisateurs, mais aussi sur le spectateur lui offrant un spectacle spatial inédit à l'époque, mais surtout une profondeur philosophique inégalée. Oui, parce que ce que je vais essayer de vous expliquer dans cette vidéo, c'est que 2001 est une œuvre philosophique à part entière. Mais on va y revenir. Sans trop rentrer dans les détails, nous expliquions plusieurs choses dans notre Un plan un film. 1. La technologie créée par l'homme finit inexorablement par tuer. 2. Malgré les millénaires, l'humanité n'a pas évolué en ce qui concerne sa propension à créer des armes. 3. Le sens des choses est souvent double. Et c'est par ce double sens que nous allons commencer aujourd'hui. Mais tu dis pas d'aller voir le Un plan un film? Tu veux encore faire gagner des sous à l'ayant droit? Ouais. Allô Universal? C'est bon, c'est réglé, vous pouvez envoyer le chèque. Comme l'a dit Sylvain au début de la vidéo, le sens de la musique est double. Le beau Danube bleu, joué au moment de l'apparition du satellite lance-missile, fait très certainement référence au Blue Danube, la première bombe nucléaire britannique. Ça permet de symboliser que malgré le temps passé, l'homme crée toujours des armes. L'utilisation de la musique sur laquelle débute le film, ainsi par les Zarathustra de Richard Strauss, est quant à elle une très probable référence à l'œuvre de Nietzsche du même nom. Une œuvre où il est question de nihilisme, de volonté de puissance, de grand retour et bien évidemment de surhomme. On ne saurait trop vous conseiller de regarder la vidéo de Danny Caligula sur la relation entre 2001 et la philosophie de Nietzsche. Elle vous éclairera sur bien des points. Attends, tu veux faire gagner des sous à Danny Caligula? Ouais. Allô Danny? Ouais, c'est bon, c'est réglé. Tu peux envoyer le chèque. Grosso modo, si vous n'avez pas vu la vidéo de Danny ou lu des choses à ce sujet, 2001 l'Odyssée de l'espace est bourré de références à Ainsi parlait Zarathustra, à tel point qu'il semblerait que Kubrick ait voulu nous en proposer une relecture personnelle, en y intégrant des thématiques comme la technologie et la propension à tuer. En fait, le film va encore plus loin que ça. Dans 2001, la démarche de création est par exemple traduite par la technologie, pure création de l'homme. Elle peut être comprise comme étant le résultat de la volonté de puissance, une notion centrale de la philosophie de Nietzsche. Pour faire simple, il s'agit de la propension humaine à aller de l'avant, à toujours chercher à dépasser ses limites, notamment celles imposées par la morale chrétienne, et à s'élever. Cette démarche est en perpétuelle confrontation avec l'autre grande propension humaine, le nihilisme, sorte de sclérose, de désenchantement moral qui conduit à la déchéance. Pour Nietzsche, la progression de l'homme vient d'un travail sur sa nature même. Le surhomme n'est pas créé, il se crée par lui-même, en cherchant à se dépasser perpétuellement. Alors que dans 2001, chaque grande étape de la propension de l'homme vers le surhomme se produit grâce à une entité extérieure, le monolithe. Mais qu'est-ce que Kubrick a bien voulu nous dire par là? Que nous ne pouvons progresser que grâce à Dieu, aux extraterrestres? Ça paraît un peu étrange. Mais j'ai ma petite interprétation. Qu'est-ce qui pousse à nous dépasser encore et toujours? Nietzsche répond qu'il s'agit de la volonté de puissance, mais sans réellement déterminer d'où elle nous viendrait, et pourquoi elle ferait partie de l'essence même de l'homme. En gros, c'est comme ça, gros. Je me suis alors moi-même interrogé sur la question, et il m'est venu à l'esprit que si l'homme évolue, c'est essentiellement à travers l'acte de création. Et s'il crée, c'est dans le but de comprendre le monde, de se comprendre lui-même, et de dévoiler le mystère de l'existence. La quête du savoir n'est-elle pas une volonté de puissance? C'est même dit dans la Genèse. Elle est où la pomme là? Hello, darkness, my old friend. Tout acte créatif vient d'une réflexion, et donc d'une interrogation. Et si on s'interroge, c'est pour se questionner soi-même, questionner le monde, ou encore son propre média. Pour dépasser les limites, il faut d'abord les questionner, afin d'en déterminer les paramètres, appréhender leur substance et leurs possibilités. Là où chez Nietzsche, on a une volonté de puissance résultante d'un ego, chez Kubrick, elle se traduit par une volonté créatrice résultante de notre quête du savoir. Le mystère, l'inconnu, devient alors le véhicule de la créativité. Et quoi de mieux pour représenter cet inconnu, ce mystère, qu'un rectangle parfait, imposant et noir? Noir comme
Noir comme... Le cul d'un taureau par une nuit sans lune. Si étrange et soulevant tant de questions, il me semble que le monolithe est en réalité le symbole du mystère, son incarnation même, aussi fascinant qu'inquiétant et inatteignable. Regardez comment les hommes singes le touchent avec crainte et envie. Regardez ces hommes caresser sa surface impénétrable et angoissante. Regardez comment la main tendue de Bowman tente de l'atteindre dans un geste désespéré, avant de se métamorphoser et de s'y engouffrer. Enfin, pénétrer le mystère aura révélé le surhomme. Oui, parce que pour Nietzsche, le surhomme n'a rien à voir avec l'arien nazi, hein. Pour lui, le surhomme est un idéal, inatteignable, comme le monolithe, mais vers lequel il faut tendre. L'ordinateur de bord, HAL 9000, est une représentation de cette quête de l'homme vers le surhomme. Il est un être artificiel qui a accédé à l'humanité, développant de réelles émotions, notamment la peur de la mort. Son intelligence étant supérieure, on pourrait penser qu'il est l'aboutissement de l'homme, parfait, raisonné, implacable, un surhomme. Sa forme rectangulaire, aux mêmes proportions que celle du monolithe, suggère que lors de sa création, les hommes ont tenté d'atteindre l'inatteignable, mais force est de constater qu'ils ont échoué. L'homme, dans 2001, étant par essence un créateur destructeur, il en découle que l'objet technologique, étant le résultat de la créativité de l'homme, aura comme revers de médaille une certaine propension à tuer. D'autant plus si, comme HAL, il atteint un stade humain, aboutissement technologique absolu, il en viendra lui-même à devenir meurtrier, rattrapé par l'essence même de l'humanité. Il n'aura donc pas réussi à la dépasser. Pourtant, il semble doté de volonté de puissance, puisque dépassant la morale qui lui est imposée par sa programmation, il tuera de sang-froid. Tout comme l'homme devra dépasser la morale religieuse et sociétale chez Nietzsche, pour devenir un surhomme. Mais malgré tout, HAL sera voué à s'éteindre. Le discours de Kubrick ici s'éloigne nettement de celui de Nietzsche. Pour lui, le dépassement de la morale ne suffit pas à atteindre un dépassement de soi. Mais qu'est-ce que donc qui va nous pousser à nous dépasser ? Regardons de plus près le parcours de Bowman, l'homme qui finira par s'élever. Face à l'ordinateur fou, il use de sa créativité pour échapper à la mort. Pourtant, à la fin du film, dans la pièce blanche, il succombe à l'oisiveté. Il s'agit là certainement d'un rappel du comportement nihiliste qui nous rattrape continuellement, mais rien de plus normal. Il n'est plus en danger, rien ne le pousse, sa volonté de puissance est nulle. Qu'est-ce qui permet alors à Bowman d'accéder à l'ultime niveau d'humanité ? Est-ce sa capacité à survivre, à maîtriser le chaos ? Est-ce la créativité dont il a fait preuve auparavant ? Est-ce sa propension à dépasser la morale établie ? Ben non, on semble bien loin de Nietzsche là, vraiment très loin. Bowman devient surhomme lorsqu'il se retrouve confronté au plus grand mystère de l'existence, la mort. C'est sur son lit de mort qu'il se retrouvera face au monolithe, cherchant à le pénétrer, non pas pour mourir, mais au contraire pour échapper à la mort et surtout pour la saisir. Saisir l'immensité du mystère, résoudre la question ultime. Bien sûr, tout cela est symbolique. La question est insoluble et le surhomme inaccessible. Mais comme on dit souvent, ce qui compte, ce n'est pas le but de la quête, mais la quête elle-même. Et c'est dans cette optique de quête, de voyage initiatique, que le film se clôt sur un retour sur Terre, avec le thème d'Ainsi parlait Zarathustra qui a ouvert le film, refermant alors l'œuvre sur elle-même comme un cycle éternel. On peut y voir un ultime clin d'œil à Nietzsche en suggérant un autre grand concept de la surhumanité. Pour Nietzsche, on doit pouvoir vivre sa vie de telle sorte qu'on ait envie de la revivre éternellement. Il appelle cela l'éternel retour. Dans 2001, on est plus dans le symbole, car ce principe de l'éternel retour n'exprime pas à l'origine l'idée d'une résurrection. Bon, avant de conclure, moi il me faut une aspirine. Ah, ça va mieux. Elle est là ton aspirine. Ah. Chez Nietzsche, la volonté de puissance se traduit notamment par une recherche de dépassement de la morale, alors que chez Kubrick, elle est plus un rapport à la mort, à la survie. Mon interprétation, c'est qu'au final, ce n'est pas cette volonté de puissance qui permet l'avènement du nouvel humain en 2001, mais le contact avec le mystère. La volonté de puissance, liée au surhomme chez Nietzsche, ressemble plus à un leurre chez Kubrick, une sorte de passage obligé, de chemin qui fait tendre vers, mais qui ne permettra jamais le dépassement, à l'image d'un HAL si parfait et pourtant incapable d'aller au-delà de l'humain. Se limiter à la survie, c'est se limiter à son essence d'humain animal. Non, toutes les capacités humaines doivent être mises en confrontation avec le mystérieux, car notre curiosité est celle qui nous permet de progresser au-delà du simple principe de survie. Le vrai défi est là, parvenir à surpasser notre propre nature. Kubrick ne réalise donc pas une adaptation symbolique de l'œuvre de Nietzsche, mais plus une réflexion autour de cette œuvre. C'est triste quand une adaptation se limite à rester dans l'ombre de l'œuvre originale, ne restant qu'une pâle copie, simplifiée et tronquée, comme si l'original était inégalable, inatteignable. C'est comme un aveu de faiblesse, comme si d'entrée de jeu, le cinéma était établi comme un art inférieur à la littérature. Kubrick a toujours fait des adaptations, ou presque, et il s'est à chaque fois attaché à détourner, enrichir, revisiter l'œuvre originale. C'est ça un vrai travail d'auteur et un vrai travail d'adaptation. L'œuvre originale
originale existe et elle a son propre intérêt. Il n'est donc pas très intéressant d'en refaire une retranscription qui sera forcément tronquée et donc vidée d'une partie de sa substance. Il semble donc pertinent d'en proposer une lecture personnelle. Qu'est-ce que l'œuvre originale nous amène comme questionnement, comme piste de réflexion? Qu'est-ce qu'elle nous ouvre comme possibilité nouvelle? Quitte à la trahir partiellement, il est ainsi possible de créer une nouvelle œuvre à partir de l'original. Ainsi, là aussi pour créer, nous devons détruire. Enfin, le matériau d'origine, du moins en partie. Pour finir, je vous engagerai à regarder un film présenté par son réalisateur lui-même comme étant une réponse à 2001. Solaris de Tarkovsky reprend cette même thématique du dépassement de soi, mais le présente d'une manière plus fidèle à la philosophie nietzschéenne, même s'il n'a jamais dit s'en être inspiré. On y trouve une lutte permanente entre nihilisme et dépassement, un parcours intime venant du plus profond de soi, l'idée d'un dépassement du progrès qui conduit à la paresse et l'oisiveté grâce à un retour à l'essence de nos êtres. Il y a aussi chez Tarkovsky l'idée encore plus évidente et moins symbolique de l'éternel retour, mais également celle du sens de la Terre, un autre concept nietzschéen quasiment nié par Kubrick. Bref, s'il faut lire 2001 à l'orée de la philosophie nietzschéenne, il faut en relever les convergences et les divergences. Ainsi parler Zarathustra est une œuvre poétique qui laisse une part d'interprétation, mais la vision de Kubrick a cela de passionnante qu'elle ressemble plus à une réponse à l'œuvre de Nietzsche qu'à une adaptation. Le cinéaste est parvenu à créer une œuvre philosophique à part entière qui, si elle se réfère à de célèbres préceptes, crée à son tour son propre discours.